Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, madame, monsieur, bien le bonjour à vous. Vous écoutez Africa FM et c'est votre émission Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, nous parlerons uranium au Niger. Nous allons parler de cette décision qui vient de tomber cette semaine, une décision des autorités nigériennes de retirer le permis d'exploitation du gisement Imuriran au Niger. Un permis qui a été attribué à l'entreprise française Orano. Alors, les implications de cette décision, les motivations aussi de cette décision, nous allons aborder cela avec Mahfoud Kaoubi, notre analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise, est également avec nous. Bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Mazhoura Lahyani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour, Mazhoura Lahyani. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi. Tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous nous donner un bref historique de ce gisement qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, le gisement d'Imuriran, et de son importance pour le Niger? Gisement important par rapport à la capacité potentielle donc, de production et d'exportation d'uranium. Un gisement qui devait rentrer en exploitation, donc il faut le rappeler, en 2015, et qui a été remis l'échéance où la mise en exploitation a été remis en cause, quand bien même la licence était attribuée à la société française. Maintenant, après les changements qui ont été opérés au niveau du commandement et au niveau de la gouvernance au Niger, une décision de remettre en cause, de mettre de l'ordre dans le secteur qui constitue la principale richesse, du moins pour l'instant, en matière de revenus, d'exportation. La décision a été prise de remettre de l'ordre et de revoir les rapports avec les sociétés ou les principales sociétés, au demeurant sociétés françaises qui avaient les permis d'exploitation ou qui exploitaient et exportaient l'uranium. La décision vient d'être prise d'ailleurs de retirer le permis d'exploitation. Et donc une décision très très importante et lourde de conséquences. Pour la France qui dépend jusqu'à une certaine limite. Justement, voilà, ce gisement. Qui est sécurisé en grande partie, c'est la fourniture d'uranium indispensable pour le fonctionnement des centrales indispensable pour l'économie française. Oui, donc surtout dans cette période de conflits russo-ukrainiens et de problèmes en matière de fourniture de gaz et de sources d'énergie. Alors, Mahfoud Kaoubi, cette décision est-elle prévisible? A-t-elle été prévisible, je veux dire? Oui, du moins elle est prévisible. On sait qu'il y a un conflit, il y a une brouille diplomatique entre Niamey et Paris. Donc j'imagine que cette décision, cette entreprise Orano s'attendait à une telle décision. Oui, depuis le 26 juillet du moins, le 2023 bien sûr. Avec l'arrivée au pouvoir du CNSP, et la position du nouveau commandement par rapport à la France d'une manière générale et par rapport à l'exploitation des richesses du pays. Moi, je dirais que la décision a été prévisible, quand bien même la France a utilisé et a essayé tous les moyens pour, du moins, conserver, garder un pied au Niger. Oui, bien sûr. Et puis le gisement, il est important. Le gisement est important et le contexte aussi, il est important. Actuellement, les stations nucléaires ont une telle priorité par rapport à la production d'énergie, d'électricité en France, que cette décision ne vient pas arranger la situation en France, qui risquerait de connaître des problèmes sur le court, mais pas que, sur le moyen et le long terme. Samuel Akizimana, est-ce une décision de souveraineté?
C'est ce qu'on peut lire sur les journaux, aux journaux. Moi, je peux dire et confirmer que c'est la souveraineté, parce que moi, je dirais que c'était l'étape la plus prévisible qui devait suivre. Parce que moi, je considère ça comme la nationalisation de certaines ressources qui appartiennent au Niger. Parce que si on voit déjà que c'est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, avec plus de 200 000 tonnes en réserve, etc. Donc, c'est le deuxième. Oui. C'est le deuxième. C'est qui montre déjà que, déjà Orano, on peut dire c'est l'ex-Areva. L'ex-Areva. Donc, on voit déjà que, étant dans cette même logique de reprendre le contrôle sur certaines ressources du pays, je pense que c'était l'étape qui devait suivre. Même comme M. Kaoui a pu le dire, même si la France a essayé un peu d'alléger pour que ça ne puisse pas arriver, mais fin, c'est arrivé. Moi, je dirais que c'est une étape très importante et cruciale pour le Niger. Pourquoi ? Parce que là, avoir la même mise sur tes ressources, mais il faut savoir comment les exploiter à bon escient et comment collaborer avec certains partenaires pour que ce gisement dont ils possèdent, cette richesse dont ils possèdent, puisse être bénéfique pour le Niger et pour la population nigérienne. Parce que je me rappelle, on avait fait une émission avec Hassan Arabe où on parlait sur certaines figures du panafricanisme qui ont contribué au panafricanisme. On a parlé de certains Marcus Garvey, certains Dubois. Et sur un point, on avait parlé sur l'intégration, sur un des principes de Dubois qui était l'intégration. Mais fin de fait, on avait compris que, en fait, en Afrique, on est arrivé à un moment où il faut que les Occidentaux puissent comprendre qu'ils doivent s'intégrer en Afrique. Ils doivent pas prendre les choses en Afrique par force. C'est-à-dire que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à s'intégrer. Comme on demandait aux Africains de s'intégrer dans le monde, actuellement, les Occidentaux doivent s'intégrer en Afrique. C'est-à-dire que si vous voulez travailler avec la population africaine, notamment dans certains pays, où il y a certaines ressources, c'est vrai, nous sommes bénis, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il faudrait un partenariat un partenariat d'égal à égal. Il ne faut pas venir en discutant selon le principe de supériorité, infériorité. Ça n'existe pas, en réalité. Ça n'existe pas. Il faut sortir de cette logique-là et venir et discuter de main en main, égal à égal. C'est-à-dire que vous vous asseyez, vous discutez. Vous avez d'intérêt à travers cet uranium. Ils ont d'intérêt aussi à travers certains. Vous devez discuter d'égal à égal. C'est pour ça que moi j'ai dit que c'est une étape vraiment cruciale pour la population nigérienne, mais aussi pour la population d'Afrique, parce qu'on peut dire, moi j'aime dire qu'il n'y a pas réellement de frontières en Afrique. Pourquoi ? Parce que si la situation s'arrange au Niger, ça va s'arranger autre part. Donc il y a toujours une suite logique qui se passe. Mais ça dépend de comment on va utiliser cette ressource qu'on a nationalisée d'une part. Ok. Mzoura El-Hiani, encore une fois, c'est une décision de souveraineté, selon vous ? Oui, effectivement, c'est une décision de souveraineté, déjà comme M. Kaobi l'a souligné tout à l'heure. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en 2023, ils ont souligné, ils ont dit clairement qu'ils vont revoir l'exploitation de certaines matières premières par les entreprises étrangères sur le sol nigérien. Donc c'était une décision qui allait prévisible, oui. Effectivement. Et puis aussi, avec le gisement, ils ont prévenu qu'ils devaient lancer l'exploitation de ce gisement, sinon ils allaient retirer l'exploitation, la licence d'exploitation. Ce que depuis 2015 ils n'ont pas fait. Ils attendaient après la chute des prix, etc., plus favorables. Mais maintenant avec le Niger qui attend et qui donne cette opportunité aux plus offrants. Donc c'est tout à fait normal sur le plan économique. D'accord. Mahfoud Kaobi, pourquoi Orano l'entreprise Orano a-t-elle initialement suspendu ses activités d'exploitation à Imouraren, et pourquoi elle a aujourd'hui décidé de reprendre les activités? Pourquoi cette année? Quand on revient à 2015, donc les prix de l'énergie sur les marchés internationaux donnaient de la priorité aux énergies fossiles, donc le gaz et le pétrole qui étaient vendus à des prix assez intéressants, ce qui, par ricochet, créait une situation des prix de l'uranium qui n'était pas assez favorable pour des sociétés qui exploitaient de tels gisements. Ce qui fait que la stratégie était de différer l'exploitation du moment où en attendant des opportunités meilleures.
D'ailleurs, c'est ce qui a fait que les prévisions d'exploitation étaient à plusieurs fois reportées. Jusqu'à présent, on parle de 2028 pour la mise en exploitation. Mais de l'autre côté, on a un pays qui, malgré qu'il soit le maillon faible dans ce processus d'exploitation de ces gisements, il faut rappeler que le Niger ne profite que de 12% des revenus donc, de l'uranium. Alors que la France est fournie par le Niger à hauteur de 15% de son de l'uranium nécessaire à l'exploitation donc, des centrales. Il faut rappeler aussi qu'en 2015, le poids des Verts en France, donc la réalité politique en France, a été en faveur d'une gauche où au moins où les Verts étaient assez présents, les écologistes, et qui étaient par principe contre l'exploitation, contre le nucléaire d'une manière générale. Donc vous voyez, d'un côté, on a un pays qui aspire au développement, qui veut financer son développement par le revenu de ses gisements et de ses ressources naturelles, qui se retrouve otage de sociétés étrangères qui ont un autre calendrier complètement déconnecté des besoins du Niger. Est-ce qu'on n'est pas dans un cas de colonisation, quand bien même le Niger était indépendant? Il faut rappeler aussi que le Niger n'était électrifié qu'à hauteur de 15%. Alors, de 12%, pardon. Alors qu'il dispose, qu'il fournit de l'uranium et qu'il dispose d'autres richesses naturelles. Donc ce déséquilibre reflète d'une manière très, très claire les logiques de colonisation qui ont été perpétuées au-delà de l'indépendance officielle des États africains. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, des élites viennent remettre en cause cette dépendance et pour dire, Moussouala le disait, donc nationaliser ces richesses et les mettre à la disposition de la population, tout simplement, en donnant l'exploitation aux plus offrants, à ceux qui présentent. Il faut aussi rappeler que jusqu'à présent, l'exploitation de l'uranium au Niger ne respecte nullement le minimum de sécurité. Et il faut voir le désastre, aussi bien pour la nature que pour les êtres humains au Niger. Donc, moi, je dirais que c'est louable ce qui est en train d'être fait. Il était temps pour remettre de l'ordre et pour qu'on discute d'égal à égal. Parlons de concurrence, justement. Moi, j'aimerais qu'on explore tous ensemble les implications de cette décision, les acteurs en jeu et les perspectives pour l'avenir donc de cette exploitation d'uranium au Niger. Alors, notamment en considérant l'éventuelle arrivée de la compagnie nucléaire russe Rosatom, qui est présente au Mali, présente au Burkina Faso avec des investissements. On a suivi ça. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que Rosatom peut être la remplaçante aujourd'hui d'Orano? Oui, c'est un prétendant. Parce qu'avant, Orano et les sociétés françaises avaient la même mise sur les richesses. Et donc, la corruption, les coups d'État, l'instrumentalisation des coups d'État pour maintenir cette position de domination a fait que depuis l'indépendance du Niger jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu ce rapport de force. Donc le Niger a se posé la question, est-ce que réellement il avait été un centre de décision indépendant de l'ex-métropole qui était la France? Au jour d'aujourd'hui, les Russes frappent à la porte, les Chinois frapperont à la porte, d'autres, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Maintenant, les Français pointent du doigt les Russes pour dire que c'est eux qui ont magnifié. C'est eux qui ont... maintenant, ce qu'ils acceptaient avant, quand ils étaient les manipulateurs, ils ne veulent pas l'accepter. Maintenant, c'est au gouvernement nigérien de choisir ses partenaires, et de dire, voilà, moi je prends... La loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, et que l'intérêt
du Niger, des populations, soit la priorité. Après, Samuel Akizemana, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que M. Moftkoubi était en train de dire, parce que ça me rappelle, j'avais vu un documentaire en rapport avec l'exploitation d'uranium au Niger. En fait, vous savez à quel point la situation était désastreuse. Vous savez, en fait, les autorités nigériennes n'avaient pas la même mise sur leur uranium, et la population le savait qu'ils n'avaient pas la même mise sur l'uranium. Vous savez, les usines d'extraction d'uranium, même les militaires ou les policiers n'avaient pas le droit d'aller vers ces endroits. Donc c'était des zones interdites. C'était des zones interdites. Et c'était des zones interdites, même si on disait qu'il y avait des problèmes en rapport avec, vous savez, terrorisme, etc. Ouais. Mais ces endroits-là, ils n'étaient jamais touchés. C'est ça qui est encore le pire. C'est des endroits, même les terroristes n'y allaient pas. C'est-à-dire que c'était des endroits hautement sécurisés, où personne ne pouvait réservés franchir. Uniquement à une caste de personnes. Oui, à une caste de personnes. Et pour partir de là, il fallait des autorisations demandées des mois en avance, où ça pouvait être accordé, tout comme ça pouvait ne pas être accordé. Et si on t'accorde, c'est là où tu pouvais arriver là-bas, vers l'endroit, sans aucune interruption, sans que aucun terroriste puisse t'attaquer. Donc tu étais à l'aise quand tu as cette autorisation. Mais si tu t'avançais sans autorisation, tu avais des problèmes. Pour revenir en disant, ça montre un peu, c'est ça qui est louable, parce que ça montre le côté qu'il y a certaines choses qui sont en train de se passer dans un bon sens. Même si on dit que tout n'est pas si blanche ou il y a toujours certaines choses. Mais ce qui est louable, c'est-à-dire qu'arriver au moment où maintenant tu peux avoir des plats à table et voir qui peut t'offrir plus pour l'exploitation de ce que tu as, c'est déjà louable. Parce que vous avez parlé, il y a les Russes qui vont se présenter, c'est sûr et certain. Il y a les Chinois qui vont se présenter. Non, mais pourquoi on évoque les Russes, il faut dire, parce que les Russes sont présents au Mali, au Burkina Faso, voilà, tout simplement. Oui, c'est normal. De l'Alliance des États du Sahel. En fait, c'est ça que moi qui m'étonne, parce que les gens ils se disent mais pourquoi les Russes? Mais c'est normal, parce qu'eux aussi ils ont droit à se présenter autre part. C'est ça que, en fait, les anciens, juste, je vois que M. Koubi veut rebondir sur ça, juste que les anciennes colonies comme la France, eux, ils pensaient que certains territoires leur appartenaient. C'est-à-dire qu'en pensant que ça les appartenait, c'est-à-dire qu'ils interdisaient à ce que certains occidentaux ou certains pays puissent venir se présenter. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit. C'est comme si c'était le Niger restait la chasse gardée de la France ou un territoire qui était annexé à la France. D'ailleurs, depuis 1958, le Niger est indépendant depuis 1958, mais juste après des traités signés entre des personnes au pouvoir à qui on assure la sécurité de rester au pouvoir en contrepartie de l'exploitation des gisements. Et après, c'est tout à fait normal ce qui se passe actuellement entre la France ou l'Europe d'une manière générale et la Russie. Quand de prime abord on a la Russie qui vient se proposer comme une alternative. Voilà, maintenant, c'est le problème des Français, ce n'est pas le problème des Nigériens. Ils ont le droit de pleurer et de pointer du doigt les Russes, mais maintenant, je dirais que les Nigériens, comme les Africains, doivent être encore lucides pour dire nous, on n'a pas le problème de traiter ni avec les Russes, ni avec d'autres, ni avec les Français. Exactement. Ouais. Si, par exemple, la Russie proposait 200 000 dinars et que la France proposait 500 000 dinars, c'est encore mieux. C'est-à-dire c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que ça revient sur le côté l'Afrique est le berceau de l'humanité, il y a tous ces ressources-là. Nous, les Africains, on n'a pas de problème à traiter avec n'importe quel partenaire. Nous, on veut que ça soit d'égal à égal et que ça puisse profiter à la population africaine. Parce que c'est déplorable, il faut revenir, c'est déplorable de voir que le Niger a l'uranium, mais le Niger fait partie parmi les pays qui ont des problèmes d'électricité en Afrique. C'est pas normal. Alors Samuel, tu viens de parler de la population, justement. Comment cette population va-t-elle être affectée par ces changements autour de ce gisement de Imurorana? Est-ce que par exemple on peut voir dans les mois à venir des travailleurs nigériens qui pourront travailler, qui pourront par exemple aider, contribuer à l'enrichissement justement de ce secteur du uranium au Niger? C'est possible, mais tout reviendra à la classe dirigeante du pays, parce que ça dépend des négociations, d'où les négociations sont importantes. C'est-à-dire que si le gouvernement nigérien sur cette mise à travers les offres et demandes qui sont là,
s'il donne l'opportunité à certaines personnes de pouvoir exploiter certains de ces ressources, c'est à lui aussi de voir dans ses négociations et mettre certains principes. Ouais. Il faut que, moi je dirais, il faudra qu'on ne retourne pas dans les affaires du passé. Il faut que la population... Parce que la population aujourd'hui, elle cherche du travail. Exactement. C'est ça même. Il y a une crise de travail. Mais quand on prend la situation économique et sociale au Niger, donc le tableau est vraiment... c'est dramatique, c'est la désolation totale. Et de l'autre côté... Alors que c'est un pays riche par ses ressources. J'ai lu quelque part qu'il ne faut pas dire qu'il y a des pays pauvres et des pays riches. Tous les pays sont riches. Oui, tous exactement. Les pays, par leurs ressources et tout. Oui, mais c'est l'utilisation des ressources. On les utilise pour quel objectif? Est-ce que pour créer du développement? Maintenant, quand on voit les gisements qui sont actuellement en exploitation et quand on voit la situation économique des régions, c'est catastrophique. D'ailleurs, l'accès à l'eau gratuitement aux sociétés qui exploitent de l'uranium, alors qu'à 2 km, à 500 mètres, les populations n'ont pas un accès. Voilà. Un village qui n'a pas accès. C'est une question à se poser, en fait. Ça profite à qui réellement? Exactement. Parce que si en France, une ampoule sur 4 ou sur 3, c'est alimenté grâce à l'uranium du Niger, comment est-ce que le Niger n'a pas d'électricité? Presque 90% de la population nigérienne n'a pas d'électricité. L'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'éducation. Mais on parle des éléments fondamentaux. Ça, c'est les besoins physiologiques. Donc, quand on est riche, on a à se demander qui est riche et qui est pauvre, à qui appartient le gisement. Donc, il y a le minimum en matière d'équité. Je dirais que même en voulant optimiser ces gains, on a cette responsabilité de faire un minimum envers les populations et en matière de redistribution. Pour l'histoire, en 2014 déjà, Areva avait négocié des baisses d'impôts sur l'exploitation, alors que, sous prétexte que les prix avaient chuté, alors que les populations ont besoin justement d'impôts pour financer les routes, pour financer l'éducation, pour financer... Le plus déplorable, moi je vais le dire, le plus déplorable, il faut regarder les documentaires quand il y avait l'exploitation de ces gisements par Areva. Vous savez ce que la population recevait? C'est le désastre écologique. C'est-à-dire que la population recevait des choses dont ils ne pouvaient même pas se prévenir. C'est-à-dire que tellement l'exploitation n'était pas protégée, il faut le dire, la population tombait malade sur des maladies dont ils ne comprenaient rien. Et dont ils étaient dans l'incapacité de se faire soigner. Tout à fait. Alors, pour entrer à des taux de mortalité, de la prévalence de cancers dans la région. Et puis, il faut voir juste les conditions d'exploitation de ces gisements. Les populations locales étaient exploitées dans des conditions inhumaines. Vous n'aurez pas les revenus, mais vous aurez les déchets. Les déchets et surtout les maladies. Mais c'est incroyable ce qu'on peut être injuste. Et après, on vient décrier que c'est de la manipulation, c'est les Russes qui sont derrière, etc. Mais au-delà des logiques, minimum parlant d'une manière transparente, après de 58 au jour d'aujourd'hui, si on avait à mesurer ce que a produit cette exploitation de l'uranium, je dirais qu'elle a produit beaucoup plus de désastres écologiques, humains, que du développement. Alors, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire aujourd'hui que ni la France, par exemple, ni la Russie vont optimiser les revenus de la population du Niger. Dans l'idéal, ça serait quoi? Ça serait d'avoir une compagnie nationale nigérienne, carrément, pour exploiter cet uranium. Samuel? Oui, l'idéal, ça serait d'avoir une compagnie proprement nigérienne. Mais on sait très bien qu'actuellement, il faut être logique. Il ne faut pas aller dans trop de sorcellerie. C'est-à-dire qu'actuellement, ils doivent aussi avoir des partenaires d'égal à égal. C'est-à-dire que s'ils veulent exploiter à bon escient, ils peuvent avoir des partenaires d'égal à égal. Moi, je vais donner certains exemples. Cet exemple concerne des Chinois dans certains pays d'Afrique. Excusez-moi, je vais les dire. Parce que je vois dans certains pays d'Afrique, on dit que non, les Chinois vont vous apporter le développement pour construire des routes. Mais dans cette route, toute la construction des routes, toute la construction des bâtiments, tu vas voir aucune population nationale de ce pays qui en profite. C'est-à-dire que la Chine vient pour te construire les routes, ils amènent des travailleurs chinois, c'est-à-dire qu'ils créent du travail aux Chinois eux-mêmes, etc. J'ai vu même dans un certain documentaire
ils avaient tracé une route, excusez-moi pour cet exemple, mais c'est juste pour montrer qu'il faut que les choses changent quand il y a des négociations pour d'égal à égal. Il y a dans certains pays, je ne vais pas citer le nom, les Chinois avaient construit une route et ils avaient mis de stations de paiement. Vous savez, pour le passage des péages. Mais le problème, c'est quoi? Il y a certains touristes qui venaient avec leurs camions parce qu'ils disaient maintenant il y a des moyens de transport, etc. En arrivant au moyen de péage, ils ont vu que le prix de paiement était élevé. Et finalement, ils ont posé la question à ces gens qui travaillent là-bas en disant mais pourquoi c'est si élevé? Ils disent non, parce que les revenus pendant certaines années vont revenir aux Chinois. C'est-à-dire que ça ne va même pas revenir. C'est pour ça que c'est si élevé. C'est-à-dire que quand il y a des négociations, c'est bien de faire des partenariats d'égal à égal, mais que ça soit bénéfique pour la population. C'est ça le plus important. Il ne faut pas qu'on retourne dans les mêmes revers. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a plusieurs maintenant, il y a l'offre qui est là, etc., et la demande qui est là. C'est-à-dire que nous devons bien négocier pour que ça puisse bénéficier à nos populations. C'est ça le but principal. Voilà. Là, c'est important ce que Samuel est en train de dire. Il ne s'agit pas de substituer un exploitant par un autre, mais il s'agit de s'émanciper et de dire basta, on crée du développement. La priorité, c'est le développement national. Et là, je donnerai l'exemple des nationalisations des hydrocarbures en Algérie. Ce qui a été fait en 1971, juste quelques années après l'indépendance, est quelque chose à reproduire parce que ça a profité quand on voit le développement ici en Algérie et comment la population a bénéficié, le niveau d'éducation, tous les indicateurs en matière de développement social sont au meilleur niveau, pour ne pas dire. D'ailleurs, c'est les premiers. Parce qu'on peut dire c'est troisième économie d'Afrique, on peut le dire aussi deuxième producteur maintenant de céréales. Et en matière de répartition de revenus, etc., c'est le numéro 1 en matière de répartition, c'est important. Donc là, les exemples sont juste à côté. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Les exemples sont juste à côté. Ce qui est fait est louable. Maintenant, il faut l'utiliser pour et au service des populations et au développement du Niger. Voilà. D'ailleurs, qui mérite beaucoup de développement et qui a la possibilité de s'émanciper réellement du diktat de l'ancien colonisateur et des bailleurs de fonds qui ont pour objectif de maintenir le statu quo. Alors l'objectif de tout projet, de tout partenariat, c'est de faire profiter bien sûr la population. Chers auditeurs, c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette émission Eco Sahel. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter sur notre application Africa FM ou notre site www.africafm.com. Merci.